du coup, la deuxième partie, on souhaitait effectivement vous faire part de tous les facteurs qui sont au centre de votre vie et que vous allez pouvoir changer pour vous donner le maximum de chances d'obtenir des résultats en aide médicale à la procréation. C'est moi qui dois démarrer. Oui, c'est à toi, Nelly. Ah, pardon. Donc, du coup, on voulait vous parler de l'alimentation de manière un petit peu générale. On reviendra dessus. En fait, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la qualité de l'alimentation est associée avec du meilleur taux de grossesse quand on fait une FIV ou une ICSI, mais je pense même de manière générale pour les grossesses spontanées. Et effectivement, on peut essayer au mieux possible de modifier son type de vie, son alimentation pour augmenter les succès. Donc, bon, il y a pas mal de recommandations qui sont tombées autour de ce qu'il fallait suivre un peu comme... Alors, ce n'est pas des régimes hypocaloriques ou des régimes... Le terme régime n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est en fait quel type de choses faut-il privilégier. C'est vrai que de plus en plus maintenant, on dit que il faut éviter la viande rouge, voilà, et puis surtout toutes les sucreries, enfin toutes les qui ont un fort impact finalement glycémique, tous les chocolats, les bonbons, enfin tout ce qu'on peut adorer, mais il va falloir un peu réduire. Et pas forcément parce que vous êtes infertile, c'est vrai de manière générale. Après, privilégier, oui, le poisson, la viande plutôt blanche, donc le poulet ou pour aller du veau. Et puis avoir une consommation régulière aussi de yaourts, d'œufs. Et enfin, vraiment, ce qu'il faut privilégier dans le régime méditerranéen, un peu le régime grec, c'est manger beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, passer tout en huile d'olive et puis des céréales complètes. Donc, et là encore, c'est pas forcément un régime pour perdre du poids. On parlera du poids tout à l'heure. C'est juste en termes de qualité de l'alimentation qu'on va ingérer. Le moins d'éléments avec transformés, le plus de voilà, faire plutôt ses gâteaux soi-même. On sait ce qu'on met dedans. Voilà. Après, concernant l'infertilité, là, c'était peut-être toi, Nicolas, non? Je Oui, continue? comme tu as très bien dit, Nelly, ce qui est plus important que vraiment le poids actuellement, c'est vraiment d'insister sur la qualité de l'alimentation, comme tu l'as dit, de supprimer tous les sucres rapides, tous les sucres raffinés, puisque sont là où effectivement il va y avoir le plus de toxiques et qui vont être stockés le plus facilement et qui par la suite vont relarguer des toxiques au niveau du corps. Donc c'est vraiment important d'avoir ce message-là sur le fait de limiter le plus possible les sucres rapides, d'avoir une alimentation le plus possible équilibrée, avec beaucoup de fruits et de légumes, bien sûr, qui vont être des antioxydants naturels et qui vont être du coup favorables à la qualité de l'ovulation et à la qualité des spermatozoïdes, comme on peut le voir sur cette diapositive. Par la Alors, suite, on va quand même parler du poids, hein, parce que c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup hésité à en parler, mais on s'est dit quand même que de toute façon, ce serait quand vous êtes, vous, en consultation, les gynécologues en parlent quand même. Donc, le poids va quand même intervenir sur la qualité. Bon, là, on va parler du sperme, mais c'est pareil aussi au niveau ovarien. Donc l'IMC ou le BMI maintenant, je pense que vous savez tous le calculer puisque avec le Covid, on n'a pas arrêté de parler de ça. J'ai quand même remis les valeurs usuelles et vous voyez que déjà même sur les paramètres spermatiques, et c'est assez fort, il y a 21 études qui ont été compilées entre elles et qui montrent que finalement
ça va avoir un impact sur... il y a un risque, en fait, c'est le calcul du risque d'avoir des paramètres spermatiques altérés. Vous voyez que là, c'est quand on est normal, donc on est ici. Mais en fait, si on est trop maigre, ça va pas, c'est pas très bon. Et puis, bah, plus l'IMC augmente, donc si le poids augmente trop, on a un risque avéré d'avoir une altération des paramètres spermatiques. Et il y a aussi des études sur l'issue de l'AMP, les chances de succès en AMP chez l'homme. On va avoir plus on a un IMC qui augmente, plus on a une diminution des chances de taux de grossesse clinique et de naissance vivante. Concernant la femme, en fait, c'est la même chose. Il y a quand on est avec un surpoids, mais j'insiste aussi, il n'y a pas que le surpoids. C'est très intéressant de remarquer que les femmes qui sont trop maigres, c'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment de masse graisseuse, parce que la graisse fabrique aussi des molécules qui sont nécessaires au bon fonctionnement ovarien, et bien finalement, vous voyez que pareil, le risque est augmenté d'avoir un délai pour concevoir, une augmentation des troubles de l'ovulation, et bon, c'est une courbe en U, comme vous le voyez ici, et on a un risque qui est multiplié par 2 dès qu'on a un IMC qui dépasse 30. La fertilité est diminuée, et même si les cycles peuvent être irréguliers. Sur les succès en AMP, c'est pareil. Beaucoup d'études, 21 études qui ont été moulinées entre elles pour essayer d'en tirer quelque chose. Et finalement, on constate aussi qu'il y a une diminution des naissances vivantes après FIV. Et c'est même encore un petit peu plus grave si le surpoids est associé avec un SOPK. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai essayé de faire le distinguo un petit peu entre les deux. Voilà. Donc, du coup, je continue, Nicolas? Tout à fait. Bon. Du coup, effectivement, on a voulu présenter l'alimentation avant le problème de surpoids, parce que je pense qu'il faut vraiment axer ou vraiment dire que l'alimentation est très importante, et il y aura de toute façon une conséquence sur le poids, et c'est mieux de le présenter comme ça. Je trouve que c'est beaucoup moins culpabilisant. Au niveau des vitamines, parce que même j'ai cru voir qu'il y avait une question tout à l'heure, il y a aussi des chercheurs qui ont rapporté que une supplémentation en vitamine B9, ça pouvait, en tout cas, augmenter les chances de grossesse, et aussi en vitamine D. Alors, j'attire quand même votre attention. Il ne faut pas le prendre systématiquement un peu tout seul en allant chez le pharmacien et en demandant de la vitamine D et de la vitamine B9. Il y a un dosage sanguin qui est assez facile à faire et qui, pour moi, est remboursé. Et s'il n'y a pas de carence en vitamine D et en vitamine B9, ce n'est pas la peine d'en prendre. Puisque même à la limite, si on est en surcharge en vitamine D, l'effet risque d'être délétère. Alors, les antioxydants, c'était Nicolas. Ouais. Excuse-moi, j'ai un peu... On s'est parlé tout à l'heure, mais je bug un peu. Bon. Du coup, pour les antioxydants qui sont aussi, en fait, tout simplement des vitamines, actuellement, il y a beaucoup de propositions sur le marché avec beaucoup de compléments alimentaires, d'oligo-éléments, de vitamines. Mais à ce jour, il n'y a aucun consensus sur l'intérêt de faire une supplémentation systématique, mais uniquement l'intérêt de prendre en cas de carence alimentaire avérée ou s'il y a une altération, effectivement, de l'équilibre au niveau de l'oxydation. Alors, certains compléments alimentaires sont connus comme étant des bons antioxydants comme la vitamine C, E, sélénium, zinc, carnitine, coenzyme Q10. Ça peut avoir un intérêt si on met en évidence effectivement des anomalies, par exemple comme une élévation de la fragmentation de l'ADN. Tout ça pour dire que sur l'hygiène de vie, l'alimentation est importante. On a parlé effectivement que ça avait plus d'impact que le poids. Et l'autre fait qui est très important également, ça va être l'activité physique.
où il est recommandé d'avoir une activité physique régulière, plusieurs fois par semaine si possible, mais pas non plus une activité trop intense. Donc, ce qui n'est pas bon, on le sait, c'est la sédentarité, mais l'excès de sport, et notamment de sport endurant, peut avoir aussi un effet néfaste, notamment ça va être les gens qui courent beaucoup sur la durée, les marathoniens qui font du trail, qui peuvent avoir un effet délétère sur la fertilité, parce que ça peut abîmer la qualité, et notamment chez les hommes au niveau du sperme. Concernant le tabac, bien sûr, on ne pourra pas nier, c'est écrit partout sur les paquets de cigarettes que le tabac a un réel impact sur la fertilité. On le sait, ça va altérer et la qualité des gamètes, c'est-à-dire des ovocytes et des spermatozoïdes. C'est aussi un facteur important de grossesse extra-utérine. Donc, le tabac va diminuer les chances de grossesse naturelle, mais aussi en aide médicale à la procréation. L'aide médicale à la procréation ne pourra pas réparer les effets délétères du tabac. Ça va augmenter le délai de conception par 2, diviser les taux d'implantation embryonnaire par 2 également. On aura également donc un effet sur les obstétricales sur les risques de fausse couche, un problème de développement aussi de l'embryon plus important, plus de risques de complications obstétricales et de problèmes au niveau de la santé de l'enfant dans les premières années de vie. Au niveau des études, Nelly va nous parler des effets sur les gamètes. Oui, il y a quand même beaucoup d'études qui se sont intéressées à tabac et qualité spermatique. Et là aussi, en fait, il faut que vous compreniez, enfin, que vous entendiez bien qu'il y a un impact aussi sur la qualité du sperme. Parce qu'au départ, on a fait beaucoup très attention à la femme, mais on avait tendance à oublier l'homme. Et en fait, là, ne vous inquiétez pas de ce tableau, c'est juste sur la morphologie des spermatozoïdes et la concentration, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes. Quand on n'est pas fumeur, en fait, toutes les études montrent que on a beaucoup moins de risques d'avoir une altération spermatique, alors que quand on était dans le groupe fumeur, on avait du coup plus de risques. Il y a un effet aussi sur la morphologie embryonnaire et donc j'aime pas trop ce kit score, on peut dire ce que c'est. En fait, c'est les chances d'implantation de l'embryon. J'aurais dû l'écrire en français parce que c'est un terme anglais. Et du coup, pareil, il a été montré par pas mal d'études, donc j'ai pris ça parce qu'il y avait une jolie photo du développement de l'embryon. Finalement, pareil, le tabac chez l'homme va impacter le développement embryonnaire et les chances d'implantation de l'embryon. Et il y a vraiment un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est 2020. Chez la femme, c'est la même chose, donc on retrouve un peu le même type de schéma où on a toutes ces études qui sont ici pour lorsque la femme ne fume pas et ici lorsque la femme fume. Et finalement, les chances de succès de l'AMP, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus favorables aux femmes qui ne fument pas. Alcool, tu devais le faire? Non, c'était toi. D'accord. Mais je continue avec les toxiques. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu dur parce que pas de tabac, pas d'alcool. Alors, l'alcool, ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéresse, mais et en fait, il faut l'entendre comme ça, en fait. En tout cas, pour ce qui est de la fertilité ou les tentatives d'AMP, en fait, une consommation occasionnelle, faut pas du tout culpabiliser si voilà, vous êtes chez des amis, vous buvez 3 verres de vin ou vous faites une fête et vous avez bu un peu trop d'alcool une fois de temps en temps, il n'y a aucun effet. Après, c'est vrai que si on est dans des consommations régulières et élevées, il est montré que c'est délétère. Bon, mais après, je dirais que pour le moment, vraiment, la consommation modérée d'alcool, voilà, n'arrêtez pas tout non plus parce que ça va devenir vraiment déprimant, comme le disait tout à l'heure. Les recommandations du gouvernement, c'est 2 verres d'alcool 2 fois par semaine et pas tout le temps. Oui, et en fait, de toute façon, bien sûr, en revanche, au niveau
Alors, au niveau grossesse, en revanche, là, Oui, c'est zéro tolérance, oui, aucun verre d'alcool pendant la oui. grossesse. Voilà, en revanche, dès que les femmes sont enceintes, vraiment, c'est zéro alcool. Zéro. La caféine, parce qu'on commence aussi à en parler. Alors, bon, c'est plutôt rassurant, en tout cas, il n'y a pas trop d'impact pour le moment rapporté sur la qualité spermatique, mais il y a quand même bon, ça fait longtemps, il y avait une équipe de chercheurs qui avait dit qu'il y avait un taux de fécondation réduit après utilisation de l'ICSI, mais il n'y a pas vraiment de consensus. Tout de même une recommandation comment vous dire, d'une société savante américaine euh, pour ce qui est des femmes enceintes et en démarche de conception. Il faut quand même limiter la consommation de caféine. Bon, mais comme on dit, il y a peu de données, il y a quand même un peu des controverses. Donc, vous voyez bien que tout ce dont on vous a parlé, c'est l'environnement, tout ce qui va vous entourer au quotidien, qui pourra avoir un réel impact, ce que vous allez manger, ce que vous allez pouvoir boire. Les produits ultra transformés ou industriels sont à proscrire, les produits traités aussi. Faites vous-même la cuisine, faites attention à la façon dont vous faites la cuisine, les produits que vous allez choisir. Bien sûr, ça peut avoir un coût, on en est tous conscients, d'avoir un équilibre alimentaire, de limiter bien sûr le plus possible les sucres, comme je vous ai dit, rapides. Faites attention également au travail, puisque le travail, c'est quelque chose de quotidien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi il faut s'intéresser pour voir si les conditions de travail ne peuvent pas être un facteur d'exposition à des toxiques, des radiations, la chaleur, et ensuite voir de travailler avec votre médecin du travail pour essayer de voir sur une adaptation de poste si c'est le cas. Attention également à ce qu'on peut utiliser comme produit pour faire du ménage, du bricolage, du jardinage, et ensuite à tout ce que vous allez pouvoir impacter sur votre qualité de vie, donc l'activité physique, on l'a dit, les toxiques, le stress, le rythme de travail, le sommeil a également un impact sur la qualité de l'ovulation et des spermatozoïdes. Hop. Donc, tout ça pour conclure sur le fait que c'est vous, le couple, qui est au centre de votre projet parental et c'est vous qui devez être le principal acteur de votre projet parental. Et malheureusement, comme on vous l'a expliqué, il y a des choses que la médecine et l'aide médicale à la procréation, la fécondation in vitro ne pourront pas réparer ou essayer d'améliorer si à côté, effectivement, il y a des facteurs qui vont altérer vos chances de réussite. Donc l'idée, bien sûr, comme je dis très souvent, c'est qu'on puisse ramer dans le même sens, les médecins et les patients, et que nous, on ne vous propose pas une FIV si vous continuez à pouvoir vous exposer à des toxiques ou avoir une hygiène de vie effectivement qui puisse être améliorée. Donc, Michael, on va passer sur la deuxième vague de questions. Bon, merci beaucoup à vous deux pour ces éclaircissements. Bon, alors déjà quelques questions. On va en prendre déjà sur les histoires de poids. Que peuvent faire les femmes qui essayent de perdre du poids et qui n'y arrivent pas? Et quel est l'impact éventuel de la chirurgie bariatrique? Alors, sur le poids, comme on l'a dit, ce qui vraiment est le plus important, ça va être de modifier. On ne vous demande pas de perdre du poids très rapidement parce que malheureusement, on sait que c'est toxique. En perdant du poids très vite, vous allez relarguer des toxiques. Le tissu graisseux stocke beaucoup de toxiques qui vont être relargués et vont être délétères pour la fertilité. Donc, ce qui est le plus important, c'est vraiment s'attacher sur la façon de manger, la qualité de l'alimentation, de vraiment réduire les sucres rapides et bien sûr les graisses, de manger le plus possible de fruits et de légumes et d'y associer une activité régulière
plusieurs fois par semaine, ne serait-ce que marcher. On ne vous demande pas d'aller courir, surtout si vous êtes en surpoids parce que vous allez abîmer vos articulations. On vous demande juste d'avoir une activité régulière, la marche, du vélo, pourquoi pas la piscine, mais c'est très important d'associer. Et de ce fait, en modifiant l'alimentation et en ayant cette activité régulière, vous allez systématiquement avoir une perte de poids. Mais vraiment, l'important, c'est vraiment de ce discours-là, de prendre conscience de cette modification d'habitudes alimentaires et d'activité physique. Et sur la chirurgie bariatrique, parce qu'il y a quand même… Concernant la chirurgie bariatrique, donc effectivement, ça peut être discuté lorsque le poids est vraiment très important parce que du coup, ça peut avoir des complications après, pas seulement au niveau de la fertilité, hein, mais des complications, des risques vitaux. Et du coup, la chirurgie bariatrique peut avoir un réel effet, mais il faut savoir que ça peut avoir aussi un effet reverse qui peut être délétère sur la fertilité initialement. C'est-à-dire que au niveau de la femme, il peut y avoir des troubles ovulatoires qui peuvent apparaître si ce n'était pas le cas. Ça peut aider après par la suite à ovuler pour celles qui n'ovulaient pas. Il faut savoir que ça va provoquer aussi des déficits parce que par des problèmes de malabsorption et notamment en vitamines. Donc c'est contre-indiqué d'avoir une grossesse dans l'année qui va suivre la chirurgie bariatrique tant que tous ces troubles métaboliques et vitaminés sont pas stabilisés. Et chez les hommes aussi, ça peut avoir un impact. La chirurgie bariatrique, il y a pu avoir des arrêts carrément de la spermatogénèse puisque le corps est obligé de s'adapter et du coup va bloquer cette spermatogénèse pendant quelques temps. Ça sera réversible, bien sûr, mais ça peut être une indication parfois à faire une préservation de la fertilité chez l'homme ou chez la femme avant de faire la chirurgie. Et en fait, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que quand vous rentrez vraiment dans un parcours avec chirurgie bariatrique, de toute façon, c'est un parcours qui est quand même assez long. Et il y a beaucoup d'entretiens avec des diététiciennes, c'est vraiment une prise en charge globale. Et c'est pas, je dirais, au premier plan, c'est pas la fertilité qui est en jeu, c'est surtout le risque cardiovasculaire que vous prenez qui va être réduit. Et c'est plutôt ça qui est mis en avant quand on va faire une chirurgie bariatrique. Donc, en revanche, sur la question du poids, alors après, je voulais dire quand même qu'il y avait peut-être des diététiciennes peuvent aider parce que c'est vrai, quand vous sortez de consulte et qu'on vous dit il faut perdre du poids, etc., si on ne vous aide pas avec une diététicienne, c'est compliqué. Si on accumule le surpoids plus le tabac, d'emblée, c'est la double peine parce que de toute façon, les femmes qui arrêtent de fumer prennent du poids. Donc, si jamais il n'y a pas une aide vraiment avec une diététicienne, c'est très compliqué. Et on sait que c'est difficile. C'est une super transition, Nelly, puisqu'effectivement, pour l'ensemble de ce qu'on vient de parler, hein, que ce soit le tabac, les addictions, le poids, mais même ça peut être aussi le sport, ça peut être compliqué pour les hommes et les femmes, et il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et on avait décidé justement d'en parler avec Virginie Rio du collectif BAMP, puisque dans les centres AMP, de plus en plus, on met en place des accompagnements pour aider les couples dans ce projet-là. Et Virginie voulait proposer également par le biais du collectif. Et ce serait super. Ce serait vraiment super parce que c'est vrai que dans les centres d'AMP, en tout cas dans le public, à ma connaissance, c'est assez compliqué de trouver des diététiciennes. Il n'y en a pas beaucoup à l'hôpital. Et voilà. Et pour avoir des rendez-vous, c'est difficile. Donc vraiment, si on pouvait mettre en place un peu une aide à l'échelle nationale sur des parcours un peu du coaching ou un accès des diététiciennes en ligne, enfin quelque chose comme ça, ce serait vraiment génial pour les couples.
Et là, si Virginie veut dire un mot, peut-être. Oui, alors merci pour toutes ces explications qui certes peuvent être inquiétantes, mais qui en même temps c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'on vit dans un environnement qui est assez délétère pour la santé en général et donc la fertilité faisant partie de la santé globale, pour notre fertilité. Ce qui est intéressant par contre, c'est que les personnes qui sont en parcours d'AMP, l'objectif, c'est d'avoir un enfant. Donc, avec toutes ces informations-là, c'est aussi protéger la santé future de nos potentiels enfants. Et donc, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que beaucoup de patients cherchent à optimiser à leur façon leur parcours d'AMP. Et beaucoup de personnes se tournent vers les médecines complémentaires. Alors, quand on parle de médecine complémentaire, c'est très vaste. Juste pour reprendre la définition qu'en donne le ministère de la Santé. Eux, ils n'appellent pas du tout ça médecine complémentaire, ni médecine naturelle, ni médecine alternative, ni encore moins médecine douce. Mais il y a un peu plus de 400 techniques qui sont répertoriées et elles sont regroupées sous un intitulé qui est pratique de soins non conventionnels. Donc, c'est pourquoi ils appellent ça pratique de soins non conventionnels. Donc ça représente différentes techniques avec différentes bases théoriques. Donc c'est non conventionnel en opposition à la médecine qui, elle, a une approche scientifique avec tout un tas de protocoles, d'évaluation, de publications scientifiques et tout ça. Le point commun à toutes ces pratiques de soins non conventionnels, c'est qu'il n'y a pas eu de validation scientifique, même si certaines commencent à l'être, notamment via des formations proposées par l'État, et c'est le cas de l'hypnose et de l'acupuncture. Donc il faut aussi, le ministère nous dit d'être un peu attentif sur les termes qui sont utilisés. Donc le terme médecine, ça peut porter à confusion et on peut se dire, si je vais voir un thérapeute en médecine complémentaire, c'est un médecin. Alors, c'est pas un médecin. La profession de médecine est une profession qui est réglementée avec tout un tas de codes, de lois. Et les médecines qui sont dites naturelles, là aussi, il faut faire attention parce que la nature n'est pas toujours sympathique avec nous. Il y a des effets secondaires possibles à l'utilisation de certaines plantes, par exemple, ou à l'utilisation de certaines pratiques. Donc voilà, si ce sujet-là vous intéresse, le ministère de la Santé a mis tout un site à disposition où ils indiquent aussi que ils font des mises en garde sur le fait que aller que vers la médecine, vers les pratiques de soins non conventionnels ou les médecines complémentaires, il peut y avoir une perte de chance dans le traitement avec le temps qui passe. Il peut y avoir des retards qui sont mis en place sur les traitements et il peut aussi éventuellement y avoir des risques sur la santé psychique et physique. Et puis moi je rajoute, il peut y avoir aussi un risque sur votre porte-monnaie. Ça, c'est pas mis sur le site du ministère. Et ils ont classé donc les pratiques de soins non conventionnels en 3 catégories, 3 grandes catégories principales. Je vais vous vous indiquer parce que je trouve que c'est important. Il y a les techniques qui sont certaines, qui apportent une certaine efficacité sur certains symptômes, mais dont l'efficacité n'a pas été démontrée ou insuffisamment démontrée. La deuxième catégorie, c'est des pratiques de soins qui n'ont pas montré d'efficacité, mais qui n'ont pas non plus de risque sur la santé, mais qui peuvent vous placer dans une position de perte de chance ou de retard. Et puis la dernière catégorie, donc c'est les techniques qui ont présenté des effets nocifs reconnus sur la santé et qui sont donc des techniques à proscrire. Alors, dans ces techniques, je vous disais qu'il y en a un peu plus de 400 et c'est vrai que il y a des pratiques qui sont des pratiques ancestrales en fait, qui ont été utilisées depuis le plus loin qu'on puisse s'en souvenir pour apporter via une approche corporelle ou psychique un mieux-être ou une guérison. Donc par les plantes,
l'acupuncture, la méditation, le yoga. Il y a le grand exemple de la médecine chinoise avec tout ce qui est la pharmacopée, l'utilisation de l'acupuncture. Et donc, c'est des choses que les humains utilisent depuis très longtemps et bien avant que la médecine scientifique, on va dire, existe. Nous, au point la position de l'association sur ces questions-là, elle s'est posée dès le début parce qu'en fait, l'association existe depuis un peu plus de 10 ans, mais avant, on était déjà dans des parcours d'AMP et les approches via la médecine complémentaire existaient déjà, donc l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, l'ostéopathie, enfin tout un tas de choses comme ça. Mais les témoignages des patientes de l'époque, c'était qu'elles utilisaient ces techniques-là un peu dans le secret et dans la culpabilité vis-à-vis des équipes d'AMP. Parce qu'il y avait des femmes qui, en disant j'ai fait des séances d'acupuncture, avaient des retours assez négatifs des professionnels. Aujourd'hui, ça a changé. Et ça change de plus en plus parce que moi, il y a un peu plus de 10 ans, il y avait déjà des centres d'AMP qui avaient des professionnels, des sages-femmes qui s'étaient formées à l'acupuncture, par exemple, ou qui s'étaient formées à la sophrologie ou à l'hypnose. L'hypnose. Nous, on a une sage-femme qui est formée à l'hypnose. Ce qui se développe aussi, donc, c'est des formations complémentaires chez les médecins. Oui. Donc, des gens qui ont fait des études de médecine et qui font en formation continue, en formation complémentaire, des DU de sophrologie, non pas de sophrologie, d'hypnose ou d'acupuncture. C'est utilisé dans les centres. Alors, comme vous dites, Nelly, aussi dans les centres publics avec des professionnels de l'AMP qui se forment à la sophrologie et donc qui l'appliquent auprès de leurs patients. Voilà, et l'hypnose est évidemment utilisée bien en dehors de l'AMP. Il y a des opérations du cerveau qui se font sous hypnose. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Quel est l'intérêt, en fait, pour les patients en AMP? Déjà, je voudrais dire que ce n'est pas une obligation. Parce que là, depuis quelques années, on est quand même un peu soumis à une espèce de mode où on voit se croiser donc les médecines complémentaires qui existent depuis longtemps et tout ce qui est le développement personnel et la pensée positive. Il y a une espèce il faut être positif, il faut être heureux et tout ça. Sauf que quand on est en AMP, c'est quand même difficile de faire avancer la machine à bonheur. Donc, il n'y a pas d'obligation et il ne faut pas se sentir sous injonction à. Par contre, ce qu'on a constaté, nous, c'est que les patients ont un réel besoin, notamment de relations et d'accompagnement. Et avec les gens qui proposent les différentes médecines complémentaires, ils peuvent trouver ça. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver là ou les techniques qui vous font du bien. C'est-à-dire, il faut expérimenter la sophro, l'hypnose, l'acupuncture et trouver aussi le praticien avec qui vous allez sentir qu'il y a une vraie relation qui se crée et un vrai dialogue. Il y a des études, pour le coup scientifiques, qui s'intéressent justement à l'impact du stress sur la fertilité, à l'impact justement après de l'hypnose ou de l'acupuncture sur la fertilité. Donc ça, on ne peut pas le nier, il y a des effets. Mais comme dit le ministère, ça manque encore de preuves, de beaucoup de preuves. Donc, voilà, quand on est en parcours d'AMP, on est beaucoup dans l'anxiété, dans la peur, dans l'envie de réussir, et puis en même temps le sentiment de culpabilité, on se dit c'est moi qui suis coupable de tout. Et il y a aussi toute la question de la gestion des douleurs. Donc, expérimenter, chercher la technique qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à votre corps de façon générale. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça nous permet aussi de nous décentrer un peu du projet AMP, examen, et de se recentrer sur soi, sur son corps, d'avoir du temps pour soi, pour son bien-être. Et ça, je trouve que c'est très important, et c'est pas l'impact de la démarche que vous allez faire, elle va pas être sur grâce à ça, je vais avoir un bébé, mais plutôt grâce à ça, je me fais du bien dans ce chemin difficile qui est le parcours d'AMP.
Ce que ça permet aussi, je trouve, c'est ça introduit dans votre quotidien des rendez-vous réguliers avec soit un groupe de personnes ou soit une personne en particulier qui permettent l'échange, le soutien sur le chemin plus ou moins long de l'AMP. Juste pour nous au niveau de l'association, on est quand même on active un point de vigilance. C'est vraiment ce qu'on constate depuis quelques années là, c'est l'arrivée massive des théories du développement personnel et de la pensée positive qui au départ étaient centrées sur le sport et le travail et qui maintenant ont envahi tous les champs et notamment le champ de l'infertilité avec un espèce de voilà, on est sur quelque chose qui est une idéologie très ancrée dans la société en fait parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste où c'est l'individu qui posséderait toutes les solutions et donc s'il n'y arrive pas, et ben ça serait de sa faute et donc il faut qu'il fasse tout un tas d'efforts positifs pour y arriver. Et on constate le croisement entre de la médecine complémentaire et ces théories là du développement personnel. Et donc on dit aux gens soyez vigilants. On voit l'apparition de nouveaux métiers, donc des accompagnements, des accompagnantes en infertilité ou alors des coachs. Et donc là, c'est pareil, c'est encore moins réglementé. Si on veut être, il y a aussi quelques dérives qui sont constatées. Donc là, il y a un rapport qui est fait par la Miviludes. Sur la période 2018-2020, ils ont constaté une augmentation par 3 des signalements liés à cette profession de coach, parce que tout le monde peut se déclarer coach. Et comme on est sur le développement d'un marché, avec aux États-Unis, ça représente des milliards de dollars, cette histoire du développement personnel. Eh bien, il y a des gens qui, comme toujours, profitent du malheur des autres et font des propositions qui sont assez éloignées de la déontologie, de la qualité de la prise en charge et qui sont avec pour objectif de gagner de l'argent sur le dos des personnes infertiles, notamment. Donc, on demande aux gens d'être assez attentifs à ça, d'être attentifs notamment au discours, parce qu'il y a des gens de très grande qualité, ça c'est pas, on remet pas du tout ça en cause, mais il y a des choses qui développent avec des messages publicitaires au marketing qui peuvent induire en erreur. Donc, si la proposition est de vous dire, grâce à ce que je vais vous proposer, vous allez vous sentir mieux, vous allez être dans quelque chose d'un mieux-être psychique et physique, ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais si la proposition est de dire, grâce à ma méthode, vous allez devenir fertile ou redevenir fertile et obtenir une grossesse, là, on essaye de dire aux gens de faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur ce sujet-là ? C'est qu'il faut que les gens aient conscience de tout ça, en fait, et qu'avec cette conscience de tous ces enjeux-là, qu'ils s'engagent sans être dans des pensées magiques ou dans l'illusion que parce qu'ils vont faire telle et telle médecine complémentaire, le résultat sera là. Parce que s'il y avait une formule magique, on la connaîtrait déjà tous. Et je pense que les professionnels de l'AMP le marqueraient sur les ordonnances en disant, voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir, je peux vous dire à 100% que votre projet parental va réussir. Il ne faut pas s'engager dans une démarche par injonction, soit parce que toutes les copines du réseau social sur lequel vous êtes disent que ça c'est trop bien et que voilà, il faut vraiment que ça soit votre choix et un choix qui soit fait dans cette conscience-là. L'expérience personnelle de la personne qui propose telle ou telle approche ne peut pas être un gage de qualité. C'est-à-dire que l'accompagnement humain, la relation soignant-soigné ou la relation thérapeute-personne qui a besoin de ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé de façon théorique. Et si l'expérience personnelle était juste nécessaire, quid de tous les psychologues
qui prennent en charge des gens qui ont plein de traumatismes, plein de pathologies. Je pense qu'ils n'ont pas tous été traversés par toutes ces pathologies ou par tous ces traumatismes. Donc vraiment, ce qui compte, c'est la formation des gens, la formation, qu'elle soit initiale, continue, leur déontologie, la question des tarifs, parce que des fois, on voit des choses avec des tarifs complètement, très, très élevés. Et on pourrait se dire, vu que ça coûte très cher, ça veut dire que ça doit être très efficace. Non. Donc, faites attention à ça. Et cette approche du mieux-être, elle peut aussi passer par autre chose que la médecine complémentaire. C'est-à-dire on doit, parce que je sais bien comment ça se passe quand on est en parcours d'AMP et qu'on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, et que rien ne va jamais s'arranger et qu'on est plus bon à rien et que même des fois la relation amoureuse on est aussi en échec sur ce versant-là. Je pense qu'il faut que les gens arrivent à raccrocher un sens sur quelque chose qui les décentre un peu de ce projet bébé qui les ramène tout le temps à l'échec. Et donc, ça peut être la création, l'écriture, le sport ou toute autre activité qui vous fait du bien. Si c'est sauter en parachute ou faire du macramé ou aller danser tous les samedis soirs, eh bien, je pense que c'est très important. Et puis, il ne faut pas oublier qu'autour de vous, vous avez des ressources. Alors, on sait que c'est difficile de parler d'infertilité, de parler des parcours d'AMP, mais je pense qu'il y a quand même des cercles autour de vous, des cercles familiaux, des amis, des groupes de pairs. Alors, quand je dis groupe de pairs, c'est les groupes qui peuvent se constituer sur les réseaux sociaux et les professionnels du soin qui, comme on le disait tout à l'heure, sont de plus en plus aussi attentifs à ces questions-là et peuvent être des interlocuteurs. Évidemment, les psychologues ou les assistantes sociales ou les éducateurs spécialisés. Enfin voilà, il y a des gens qui ont l'habitude d'accompagner les gens en difficulté, en souffrance. Et puis aussi les associations. Il y a plein d'associations qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous orienter. Ma chère Virginie, je suis un peu désolée, mais il reste 9 minutes pour les questions. Alors, je suis à la fin. J'ai juste un message pour les médecins, en fait. Je pense que on a souvent ce retour-là. J'aimerais parler plus avec mon médecin et il ne m'écoute pas. Donc, je pense que les médecins, alors je sais que c'est compliqué parce que voilà, il y a toujours la question du temps disponible pour chaque patient, mais je trouve que voilà, il y a une époque où on renvoyait beaucoup le patient veut parler à son gynéco, mais on lui dit allez voir le psy. Mais en fait, les patients ont besoin d'échanger dans un contact direct avec les professionnels qui les accompagnent. Et pour terminer, ce qui est le plus insupportable en fait dans les parcours d'AMP, c'est la notion d'incertitude qui a été évoquée tout à l'heure. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est très 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 très, très dur à vivre. D'où l'importance de ne pas rester seul et d'être accompagné par différentes personnes. Ça peut s'associer tout ça, le psy du centre, la sophrologue à côté de chez moi, un dialogue avec le médecin. Comme ça, on est plus nombreux à porter le fardeau et c'est toujours intéressant. Voilà. Merci beaucoup Virginie, c'est hyper intéressant d'avoir votre regard et votre recul sur tout ça parce que c'est complémentaire, je pense, du regard très médical qu'on a nous. Et je pense que les gens étaient très intéressés. Il y a énormément de questions, donc je vais essayer de regrouper au maximum les questions. On va essayer de vous répondre du mieux possible, assez rapidement, si possible. Donc, c'est le challenge que je vous propose. Donc, tabac pour commencer. Donc, les questions pour l'arrêt du tabac. Combien de temps avant une FI vous préconisez et l'impact du tabagisme passif quand les gens sont non-fumeurs et que les personnes autour fument. Est-ce qu'il y a un impact ? Pour l'arrêt du tabac, pour l'homme, c'est un mécanisme qui est régressif assez rapidement. Dès 3 mois d'arrêt, on va avoir un effet sur le sperme. Bien sûr, plus ça va être long et meilleur ce sera. Pour la femme, c'est le plus tôt possible puisque on a dit que les ovocytes ne se régénéraient pas et donc l'effet va être déjà sur les ovocytes qui peuvent être altérés, mais plus tôt elle arrêtera et meilleur ce sera. Pour, on a dit la deuxième question, Muriel, rappelle-moi. Le tabagisme passif, oui, a un effet également sur la qualité, mais moindre bien sûr, mais ça a quand même un effet. Donc, si possible, demander
conseiller aux personnes qui vivent sous le même toit de ne pas fumer dans la même pièce. Et juste une petite précision par rapport à une question, on s'adresse de façon générale à des hommes, des femmes, des hommes seuls, des femmes seules, mais pas forcément qu'à des couples. Alors, ensuite, il y avait des questions sur les choses à ne vraiment pas faire après un transfert. Et il y a une question sur la cigarette électronique. Ah, Mais pour le moment, je pense que… Alors, sur la cigarette électronique, pour en avoir parlé avec une addictologue, c'est plutôt conseillé effectivement comme moyen d'arrêt et c'est préférable puisque en fait, ça va être tous les toxiques qu'on va avoir dans la cigarette autres que la nicotine, hein, les 50 toxiques autres comme le goudron et les aldéhydes, enfin plein de toxiques qui seront délétères. On va le retrouver moins dans la cigarette électronique. On n'a pas encore, bien sûr, suffisamment de recul. Et bien sûr, c'est conseillé de prendre des cigarettes électroniques avec un goût neutre, avec de la nicotine, oui, mais un goût neutre, pas parfumé. C'est toujours mieux que… C'est mieux. C'est un peu mieux, mais après, voilà. On n'a pas beaucoup de recul non plus sur… Non, mais de toute façon, là, il y a une chose qui est sûre, comme dit Nicolas, c'est qu'on élimine vraiment des centaines de toxiques, ça par contre c'est sûr. Et si on ne met pas de parfum et qu'il n'y a que de la nicotine, c'est mieux. Mais bon, si on ne peut pas faire autrement, c'est mieux ça que la cigarette. D'ailleurs, voilà. Allez, réponse concise pour répondre au plus de questions possibles. Alors, comment optimiser le terrain pour un transfert et ça va un petit peu avec, y avait-il des recommandations après un transfert? Et il y avait aussi une question sur les choses à ne vraiment pas faire après un transfert, notamment l'une d'entre vous qui a posé des questions sur beaucoup de trajets en voiture. Est-ce que ça avait un impact au niveau de l'activité professionnelle? Donc, je pense que ça rejoint un petit peu les choses à ne pas faire après un transfert. Donc, concernant les transferts, c'est un geste qui est assez court, hein, qui prend peu de temps, mais qui doit être fait dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, il faut pas stresser, faut essayer de mettre en condition le plus possible, dans des bonnes conditions d'accueil, de prendre le temps de rassurer la patiente ou le couple et de pouvoir le faire effectivement dans des bonnes conditions techniques. Après le transfert, non, les études ont montré qu'il n'y avait pas de différence sur les femmes qui avaient une activité normale et celles qui s'arrêtaient. Même, c'était préférable d'avoir une activité normale. Bien sûr, il faudra éviter les excès. Pas aller courir un marathon ou faire du motocross ou du saut à l'élastique, mais d'avoir une vie normale, calme, modérée, puisque ce sont les excès qui sont pas bons, et de bien s'hydrater. Alors, ensuite, nous avons des questions sur la réceptivité utérine, notamment est-ce que l'âge a un impact sur la réceptivité utérine et ce que nous pensons des différents tests endométriaux qui sont à l'heure actuelle sur le marché. Donc ça, c'est vaste. On va essayer d'être le plus concis possible. Alors, on a déjà fait un webinaire où on avait abordé le sujet et aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs tests qui sont possibles. Malheureusement, aucun n'a été validé scientifiquement et n'a fait preuve d'une réelle amélioration technologique. Alors, bien sûr, comme on l'a dit le plus souvent, c'est lié à la qualité de l'embryon où il n'y aura pas d'implantation, plus qu'un problème d'endomètre. Après, si on a plusieurs embryons transférés de bonne qualité, on va quand même se poser ces questions et proposer ces tests dans certaines circonstances pour rechercher soit des troubles inflammatoires, immunitaires ou des problèmes de maturité de l'endomètre. Sur l'âge, en fait, le modèle du don d'ovocytes montre que quand même l'âge n'impacte pas parce qu'il y a des femmes, des couples, lorsqu'ils ont recours au don d'ovocytes, les femmes, même si elles sont même au-delà de 45 ans, elles tombent enceintes. Donc, si tu es d'accord avec moi, Nicolas, on pourrait dire que l'âge n'impacte pas beaucoup. Tout à fait.
Alors après, on repart sur l'alimentation. Est-ce qu'on parle uniquement de la femme ou de l'homme aussi? Nicolas, tu as répondu qu'on parlait de la femme, de l'homme, de tout le monde. Et il y avait des questions sur est-ce que nous conseillons l'alimentation anti-inflammatoire, sans gluten, sans lactose, dans le cas de problèmes d'auto-immunité responsables de fausses couches, mais même dans le cadre général. Et puis des questions par exemple sur le thé. Est-ce qu'on conseille le thé ou pas? Alors, pour les régimes, c'est toujours compliqué puisque c'est des maladies inflammatoires qui sont difficiles des fois à mettre en évidence. Donc, c'est souvent avec le médecin qui posera le diagnostic qu'il faudra discuter du régime alimentaire le plus adapté. Après, effectivement, ça peut avoir, toute maladie inflammatoire peut avoir un impact sur l'implantation ainsi que des maladies de système. Donc oui, certains régimes alimentaires peuvent être nécessaires et bien sûr se faire accompagner soit d'un médecin spécialiste, soit éventuellement d'une nutritionniste, comme on a pu dire, pour essayer d'adapter au mieux l'alimentation et le bien-être aussi de ces patients. Si je peux juste me permettre, c'est pareil, ne vous dites pas tout d'un coup je mange sans gluten ou sans lactose. Il y a des tests biologiques avec une prise de sang pour savoir si vous avez vraiment une intolérance au gluten ou au lactose. Donc ne vous privez pas. En plus, les produits sans gluten sont beaucoup plus chers en magasin. Donc si vous n'avez pas une intolérance au gluten ou au lactose, ça n'a aucun sens d'arrêter d'en consommer. Il y a un cercle vertueux qu'il faut atteindre, c'est effectivement bien manger, faire du sport et surtout le matin, ça diminue le stress, du coup on dort mieux. Quand on mange très bien, finalement on a quand même une meilleure santé, on prend des vitamines. Et je veux juste dire que déjà dans certaines spécialités médicales comme l'oncologie, on prescrit du sport sur une ordonnance. Donc, c'est parce qu'on a compris que ça améliorait les chances de guérison. Donc, il faut arriver en fait à rentrer dans un cercle vertueux et sortir du cercle vicieux comme on le voit plutôt sur la partie droite de la diapositive. Je fais pas de sport, je mange pas bien, je dors mal, je fume, je consomme de l'alcool, enfin, etc., etc. Et c'est vraiment c'est ce cercle vertueux qui fait que tout va ensemble, en fait. Et effectivement, c'est pris en charge par la sécurité sociale, l'APA, l'activité physique adaptée, qui est prescrite par les médecins. Et donc, justement, ça me permet de rebondir sur les dosages de ces vitamines et minéraux. Est-ce que c'est pris en charge dans le cadre du parcours AMP? Est-ce que c'est prescrit automatiquement par les gynécos ou pas? Et ce qui allait avec sur les compléments alimentaires à recommander justement, est-ce que nous avons des compléments alimentaires à recommander? Alors malheureusement non, on ne prescrit pas de façon courante tout ce bilan vitaminé, mais seulement dans certaines conditions où on pense qu'il peut y avoir des problèmes d'absorption ou de mauvaise nutrition. Et tous ces dosages ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Tous ces dosages ne sont pas forcément fiables non plus. Donc, il faut vraiment que ce soit dans certaines conditions que ces dosages soient proposés et effectués. Après, sur les compléments alimentaires, effectivement, il y en a beaucoup. Comme on l'a dit, il n'y a pas de preuve scientifique que pour aucun qu'il y ait une amélioration et qui sera bien plus important pour l'homme et la femme ou la femme de pouvoir améliorer sa qualité de vie que de prendre des vitamines. Parce que prendre des vitamines et continuer à fumer ou prendre des vitamines et continuer à mal manger ou pas faire d'activité physique, ça n'a aucun intérêt. Les bilans sont chers, Muriel? Oui, les bilans sont chers. Alors, j'ai fait effectivement, nous, dans nos labos, on en voit dans des labos spécialisés, mais ça existe partout en France,
tous les labos de ville peuvent prélever des bilans et après, ils les envoient dans des laboratoires spécialisés. Il y a de plus en plus de laboratoires qui font de la biologie nutritionnelle et fonctionnelle qui sont vraiment assez spécialisés dans ces domaines-là. Par contre, effectivement, quand on fait des choses qui sont assez complètes, comme pour l'infertilité, où il y a quand même pas mal de choses à voir, les micronutriments, les profils d'acides gras, etc., ça tourne quand même pour un reste à charge pour le patient qui tourne autour de 200 € à peu près. Mais après, avec ça, on a quand même une vision globale assez étendue de l'état nutritionnel du patient. Est-ce que du coup, voilà, mais là, on a répondu quand même déjà à pas mal de questions. Bravo, le challenge est relevé. Dernière question peut-être pour Virginie. Il y avait une question sur ce qu'on pensait de la kinésiologie et de l'ostéopathie. Donc, c'était sur les médecines douces. Et il y avait des petits commentaires. Malheureusement, beaucoup de centres de PMA sont hermétiques à 100 jours de pratique de médecine douce et ne voient que la mécanique médicale et non l'accompagnement énergétique et émotionnel. Donc, je pense que ça résumait bien, Virginie, ce que vous avez essayé de nous transmettre. Alors, de plus en plus de centres, quand même, comme vous l'avez souligné, essayent de s'entourer de différentes spécialités et de médecine douce qui sont bénéfiques pour les patients. Voilà. Alors, Virginie. Oui, bah, dans ce que j'ai pas le temps de dire, c'est qu'au niveau de l'association, nous, depuis la création, on a inclus cette demande dans le manifeste de l'association, dans la deuxième partie qui concerne l'amélioration des résultats de l'AMP. On a une proposition, c'est la numéro 15, qui dit qu'on souhaiterait systématiser la mise en place d'une prise en charge globale qui couple les techniques d'AMP de pointe avec les médecines complémentaires et les accompagnements psy. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on diffuse comme ça depuis à peu près 10 ans. Et juste pour info aussi, en septembre 2021, quand on a commencé les travaux préparatoires au plan de fertilité, on a eu des réunions dans lesquelles on a parlé de ça en disant qu'il était nécessaire de développer encore plus et de constituer des réseaux de thérapeutes qui seraient confirmés ou qui seraient en tous les cas dans les normes, on va dire, autour des centres d'AMP. Et surtout que le ministère accentue cette histoire de la réglementation de ces différentes pratiques pour rassurer tout le monde en fait. Nous, sur le site de l'association, on a eu un moment, on a fait une liste avec des approches comme ça, mais c'est un peu compliqué, ça a créé beaucoup de débats. Pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions. Il y a la question de la déontologie et de l'éthique et de la formation des professionnels, enfin des gens qui s'engagent dans ces démarches d'accompagnement en médecine complémentaire. Et c'est difficile à distance de pouvoir dire, bah oui, cette personne-là, elle fait du bon travail, et puis celle-là, il y a des choses qui sont un peu dérangeantes. Et après, sur les techniques très précises, voilà, je pense qu'il faut tester. Il faut que les gens testent et il ne faut pas qu'ils soient dans l'illusion et dans la pensée magique. Et je le dis pour l'avoir été. Voilà, de tout temps, les gens ont essayé de trouver des solutions pour parer à leur infertilité. Donc à une époque, on buvait de l'eau de la source qui était connue, soi-disant, pour arranger la fertilité, où on allait frotter son corps sur les menhirs. Maintenant, il y a d'autres techniques, d'autres pratiques qui se développent. Donc, allez tester et voyez si ça vous apporte un bien-être, mais n'y allez pas en vous disant que grâce à ça, vous allez obtenir une grossesse, parce que j'ai vu ça aussi dans les commentaires, en fait, il y a malgré la FIV, malgré les techniques de médecine complémentaire, il y a des gens qui n'obtiendront pas d'enfants parce que génétiquement, ça va plus dans les gamètes ou au niveau physiologique, il y a des choses qui ne vont pas. Donc voilà, il est nécessaire de passer avant par des médecins qui vont faire des bilans. Mais malheureusement, comme le disait au tout début le docteur Chevalier, il y a des situations où on aura beau manger bio, ne pas fumer, ce qui était mon cas. Hein, j'ai jamais fumé de ma vie, j'ai toujours mangé bio, même quand j'étais petite. Et malgré ça, mes embryons, mes ovocytes étaient de très mauvaise qualité, mes embryons n'existaient pas. J'ai réussi à avoir des enfants par la technique du don, mais c'est peut-être difficile à entendre tout ça, mais c'est la réalité. Et de pouvoir regarder les choses en face, ça... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Virginie, parce que, attention,
on dit que ça peut optimiser, faut bien entendre que c'est quelque chose c'est un plus, mais qu'à la fin, les chiffres sont quand même là. Il y a des gens qui vont avoir un enfant, en tout cas en intraconjugal. Donc, et malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on a du mal à savoir pourquoi et c'est difficile. Oui, et ce qu'on n'a peut-être pas dit au début, c'est que les humains, dans leur grande généralité, sont pas très fertiles de base. Non. Voilà, quand une femme, elle fait un ovocyte par cycle, Oui. et puis je crois qu'elle a 25% de chance par cycle, quand elle n'est pas infertile, d'obtenir une grossesse. Quand elle a 20 ans, attention. Oui, quand elle a 20 ans, en plus, voilà la question de l'âge. Donc, nous les humains, on n'est déjà pas très fertiles à la base, comparé à d'autres espèces, de mammifères, par exemple. Donc, il y a ça. Et puis, tout ce que vous avez expliqué sur l'impact délétère de tous les toxiques environnementaux et de nos modes de vie. Voilà. Donc, il y a des choses que nous, on peut agir, hein, effectivement, sur notre alimentation ou sur notre consommation, des consommations délétères diverses et variées. Mais voilà, il y a toujours cette grande incertitude qui pèse sur la fertilité humaine. Voilà. Alors sur la question du DPI-A, mais ça on pourra en parler une autre fois, c'est un outil que nous, on a réclamé au niveau de l'association parce que ça nous semblait pouvoir répondre à certaines situations et à améliorer le parcours dans certaines situations très précises. Malheureusement, on l'a pas obtenu, mais on va continuer à essayer de l'obtenir. Et voilà, mais c'est pas non plus magique. C'est-à-dire que ça pourra montrer que le couple a que tous ces embryons ne sont pas de qualité optimale pour obtenir une grossesse ou pas. Mais voilà. Donc prenez soin de vous et prenez soin de la santé de vos futurs enfants. Merci beaucoup Virginie. Effectivement, c'est important de rappeler aussi que les futurs enfants et ce qui se passe avant et pendant la grossesse a un impact sur la santé des enfants. Écoutez, je pense qu'on a fait, Nelly, je ne sais pas si tu es d'accord, on a fait quand même un gros tour là sur les questions. Il y avait des questions. Il y avait une question sur le thé. Le thé, il y a de la caféine aussi dedans, mais en moindre quantité. Oui. Mais bon, vous pouvez boire du thé, quoi. Enfin, mais même un café. Enfin, faut pas non plus rentrer dans une idée, de contrôle où vous allez finalement vous punir pour rien. Le tabac, oui. L'alcool, oui. Bon, voilà. Le café, faut quand même arrêter à un moment. C'est compliqué quand même de vivre. Oui. Je pense que ce que vous venez de dire, Nelly, c'est important. On n'est pas coupable de notre infertilité quand elle est aussi héritée de nos parents et puis héritée de la société et de l'environnement dans lequel on est. Donc, cette culpabilité-là qui est très massive chez les personnes infertiles, il faut essayer de s'en détacher et justement des approches en sophrologie ou en hypnose ou autre chose qui a du sens pour vous, ça peut vous aider à ça. Mais on est quand même responsable de tout un tas de choses qu'on fait et il y a des choses qu'on peut essayer de changer. Des fois, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, en dehors des médecines complémentaires, comme je ne sais plus qui en a parlé, mais des diététiciennes voilà, qui peuvent vous accompagner parce que le changement, c'est toujours dur. Après, il y a une forme d'injustice parce que vous avez sûrement autour de vous des amis qui fument, qui sont peut-être en surpoids et qui boivent de l'alcool et qui je ne sais pas quoi et qui ont 3 enfants. Voilà. Et ça, non mais c'est vrai. À un moment, faut le voir tous les jours. Et ça, je trouve que c'est très difficile à vivre. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit, franchement, réellement, ça peut optimiser, mais à côté de vous, peut-être, vous avez des gens qui finalement ne sont pas dans un type de vie ou comme celui qu'on préconise et qui ont pourtant des enfants. Donc, c'est là où notre science a quand même des limites.
Alors, on va prendre une dernière question et après, on conclura cette belle soirée sur quand on a l'endométriose et l'adénomiose, comment peut-on optimiser ses chances de grossesse? J'ai vu qu'il y avait effectivement une question sur l'adénomiose un petit peu avant. Donc, du coup, Nelly, pas facile. Non, c'est pas facile parce que c'est une question qui est plutôt pour les gynécologues qui nous ont quittés. Effectivement, de toute façon, on va pas se mentir, l'endométriose et l'adénomiose, ça impacte sur la réceptivité utérine. Après, voilà, mais c'est pas non plus une cause forcément de refus de prise en charge, mais oui, il y aura un impact. Bon, bah écoutez, en tout cas, on termine entre filles, donc je voudrais vous remercier, madame. Je voudrais remercier le laboratoire Merck de nous avoir soutenus, accompagnés pour vous permettre d'assister à ce webinaire. On a eu énormément de questions, donc je pense que c'était un sujet qui a beaucoup intéressé et qui va nous permettre aussi de nous réfléchir à d'autres sujets qui pourraient vous intéresser tous. Je voudrais remercier le collectif BAMP, surtout Virginie, qui nous a fait encore le plaisir d'intervenir ce soir et c'était vraiment super. Le professeur Achour, merci Nelly, et le professeur Greenberg et le docteur Chevalier, bien sûr. Et puis voilà, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. On avait dit 21h, on a un petit peu dépassé, donc on vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt.